viens de le dire, Julien Zarifian, je me présente un petit peu, je suis historienne, alors a priori spécialiste de caricature. Et je crois qu'à propos du genre, comme vous avez évoqué ce terme, il y a énormément de caricatures parce que personne n'a cherché à savoir, enfin du moins dans la polémique, mais c'est le genre, c'est le cas de le dire, de la polémique par définition, que de prendre un mot et de lui faire subir ce que l'on veut, c'est-à-dire là, un détournement de sens. Alors, ce qui est important dans mon exposé d'aujourd'hui, qui, vous avez vu l'image que j'ai sélectionnée pour la petite attente, ne sera pas centré sur Marie-Antoinette, mais comportera quand même beaucoup d'images de Marie-Antoinette. Mais j'ai voulu centrer cet exposé sur les femmes au XVIIIe siècle, et j'avais donné comme titre à cette conférence « Des femmes dans l'espace public en France au XVIIIe siècle ». Alors, je dis « des femmes » parce que les femmes, ça n'existe pas. Les femmes appartiennent au genre humain, mais il y a autant de différences entre Marie-Antoinette, reine de France, archiduchesse de Habsbourg, donc une princesse de la plus importante dynastie d'Europe au XVIIIe siècle, et puis Anne-Joseph Théroigne de Méricourt, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est une jeune fille née dans le nord de la France, aux confins de la Flandre, et qui a vécu une vie aventureuse et aventurière, d'ailleurs, d'aventurière très aventureuse, mais qui n'a pas fini sous la guillotine, à la différence de Marie-Antoinette. Alors, ces femmes, dans quelque partie de la société qu'elles soient placées, ont des vies et des destins qui diffèrent, et que l'on ne peut pas réduire au simple terme de conditions féminines. Alors, avant de commencer à vous présenter mes héroïnes, je voudrais juste développer un petit peu cette histoire-là. Parce qu'on connaît assez mal la condition féminine, justement. Il n'y a pas de condition féminine aujourd'hui encore, du fait que selon que vous soyez puissant ou misérable, comme disait La Fontaine, il continuait, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Mais nous savons bien que selon que vous soyez puissant ou misérable, votre vie n'est pas la même. Alors, il n'y a pas une condition de la femme au XVIIIe siècle, mais il y a quand même des règles de droit qui font que les femmes jouissent ou non de droits, justement, et d'autonomie. Une femme célibataire, tant qu'elle est sous la tutelle de son père ou éventuellement d'un conseil de famille en cas de décès du père, elle n'a aucune autonomie propre, mais elle vit sous la tutelle du père et avec l'argent de la famille. Donc on peut dire qu'à part l'absence totale de liberté individuelle, elle, qui lui empêche d'avoir des revenus personnels, elle vit au sein de sa famille. Quand elle se marie, elle est placée sous la tutelle de son mari, elle vit de la même façon, avec plus ou moins de difficultés d'ailleurs, car contrairement à ce que l'on peut penser, le divorce n'a pas été prononcé, la loi sur le divorce n'a pas été prononcée à la fin de l'Assemblée législative par la Révolution, puisque le divorce existait auparavant. Simplement, le divorce existait auparavant sous l'Ancien Régime. Il y a des séparations de vie. Il y a des séparations de biens, mais le mot de divorce, évidemment, n'existe pas, car l'Ancien Régime français, c'est un Ancien Régime chrétien, et le mariage étant un sacrement, les êtres humains ne peuvent pas dissoudre ce que Dieu a uni. Mais il y a des quantités chez les notaires, il y a des quantités de traces de divorce prononcé, le mot existe quand même, même si la chose ne ressemble pas à ce qu'elle deviendra avec la Révolution et avec l'état civil et la laïcisation de la société. Alors, la femme mariée, elle est donc sous la tutelle de son mari, du moins tant que les choses vont bien. Si elle est veuve, eh bien, deux cas de figure se présentent à elle.
La veuve jouit d'un statut dans la société. Si elle est veuve, en particulier d'un compagnon, d'un artisan, et parmi les femmes que je vais vous présenter, et il y en a beaucoup, il y a des femmes journalistes et des femmes libraires. Quand je dis il y en a beaucoup, c'est bien sûr, ça n'a pas de valeur statistique ce que je dis là, beaucoup ça ne veut rien dire, mais dans Paris, celles que je vois, les femmes libraires en particulier, certaines ont été guillotinées, elles sont très très actives et c'est triste à dire, mais c'est quand les gens sont guillotinés qu'on les connaît, parce que ça donne lieu à des procès. Le tribunal révolutionnaire donne des archives. À Paris, aux archives nationales, c'est la série W. Donc la série W est extrêmement riche pour nous et on voit les procès de ces femmes libraires qui étaient autonomes et qui en général étaient veuves de libraires ou filles de libraires ayant récupéré le brevet parce que la famille avait aussi laissé. Si elle est fille non mariée, il faut qu'il y ait un conseil de famille qui laisse l'autorisation à cette femme-là de faire tourner la boutique. Alors des femmes journalistes, des femmes écrivains, j'en ai choisi aussi dans mon cadre là de mes 5 femmes que je vais vous présenter. En général, la femme célibataire après la mort de son père ou la femme veuve quand elle n'a pas les moyens de subsister, eh bien sa situation est absolument déplorable. D'où la possibilité et d'où la fréquence de l'entrée dans les ordres. Car pour pouvoir survivre et ne pas être une mendiante, une pauvresse dans les rues, ou une femme entretenue, alors j'en ai choisi aussi une, de femmes entretenues, qui pourra bien sûr vivre grâce à l'argent de son bienfaiteur, mais qui éventuellement vivra les pires avanies de la critique environnante. Alors vous voyez que être femme dans une société où bien évidemment il n'y a pas, il y a des métiers pour femmes bien sûr, hein, il y a les lingères, il y a les bonnes, elles travaillent souvent les femmes, mais si elles ne sont pas dans un cadre familial, leur situation est extrêmement difficile. Passons, là j'ai parlé de femmes et celles que je vous présenterai sont toutes des femmes de la ville. Mais vous savez que les Français, à 86% au moment de la Révolution, les Français étaient des paysans. Et dans les campagnes, les femmes villageoises, qu'elles soient mariées ou non, alors mariées, bien sûr, elles sont l'épouses, donc elles ne sont pas chefs de famille, mais elles participent aux assemblées villageoises. On leur demande leur avis. Si on ne leur demande pas, d'ailleurs, elles le donnent. On a beaucoup de témoins, en particulier de témoignages, en particulier dans le nord de la France et dans l'ouest, là où il y a eu agressivité assez forte contre les aristocrates à la veille de la Révolution. Donc on a des témoignages d'assemblées villageoises, moins dans l'est. Là, ça fait partie de la démarche de l'historien, c'est savoir pourquoi il y a autant d'affaires dans telle ou telle région de France. Ce n'est pas forcément que les gens y étaient plus malheureux, mais c'est que soit ils étaient plus vindicatifs à aller porter plainte, soit que leur seigneur, alors dans le nord de la France c'est l'Église, hein, l'Église possédait pratiquement toutes les terres du nord de la France, dans l'ouest ce sont les aristocrates, et dans l'ouest breton en particulier, c'est des aristocrates pauvres. Alors comme ils sont pauvres, ils essayent de récupérer le maximum de droits féodaux sur leurs paysans. Et donc il y a des assemblées villageoises qui se déroulent en général le dimanche à la sortie de la messe, qui sont souvent très agressives et qui donnent, et puis des procès, hein, que parfois les villageois gagnent d'ailleurs. Hein. Donc on n'a pas attendu la Révolution pour se révolter en France. Et on voit que les femmes sont très présentes et dans la préparation des cahiers de doléances, lors de la rédaction des cahiers de doléances, elles s'expriment et elles s'expriment avec beaucoup de vivacité parce que ce qui leur importe, c'est quand même de préserver la nourriture, de préserver, de protester contre les impôts, de préserver par exemple le droit de chasse, de réclamer le droit de chasse. C'est pas, elles ne le réclament pas pour elles, mais pour pouvoir récupérer un petit peu de ce gibier. Le droit de chasse était un privilège des aristocrates.
Alors, je vous parle des femmes villageoises, je n'en présenterai pas parce que le problème après, c'est qu'on manque de figures et d'archives, mais c'est pour vous dire une chose qui est souvent ignorée aussi, parce que l'histoire, plus on l'étudie dans le détail et plus on voit que ce qui est raconté dans les grandes généralités s'avère faux quand on regarde le détail. Il est habituel de dire qu'il y a eu régression du statut des femmes parce que la Révolution ne leur a pas donné le droit de vote. Alors c'est vrai, la Révolution n'a pas donné le droit de vote aux femmes, mais avant la Révolution, il n'y avait pas non plus d'élection. La désignation des députés aux États généraux s'est fait avec assemblée villageoise, hommes et femmes s'exprimaient, et les femmes s'expriment, mais aucun député n'a été élu par des voix féminines, même si elles se sont exprimées. Alors ces femmes qui s'exprimaient pendant les assemblées villageoises, un bon nombre d'entre eux, et là il y a eu un travail de thèse tout à fait remarquable il y a pas mal d'années, en Bourgogne, un bon nombre d'entre elles, du moins, continuent à participer au vote pendant la Révolution. Alors comme elles n'ont pas le droit de vote et que tout le monde le sait, ça crée des quantités d'archives très amusantes où les gens disent « mais enfin on l'a toujours vu, on la connaît, on ne va pas l'empêcher de parler, c'est la liberté et maintenant on interdit », alors ils parlent véhémentement. Et puis d'autres qui disent « mais la loi est la loi, donc elles n'ont pas le droit de vote, elles doivent partir ». Lire les archives, c'est toujours tout à fait passionnant pour voir l'état d'esprit des gens et les arguments qui, en fait, sont toujours insolubles, car les deux arguments sont valables. Elles se sont toujours exprimées, on leur interdit de s'exprimer. Est-ce qu'elles le feront ou pas? Certaines communes acceptent de comptabiliser les votes de ces femmes. Dernière femme dont il faut parler, donc la condition féminine, vous voyez, ça n'existe pas, ce sont les femmes ouvrières. On a tendance à les oublier aussi parce qu'il y a peu de manufactures encore en France, il y a peu de femmes ouvrières, mais il y a eu des travaux, alors en général des travaux, des articles scientifiques ou des travaux universitaires non publiés sur ces manufactures, alors par exemple dans l'ouest de la France, dans les corderies, dans tout ce qui permet de construire les bateaux. Et il y a pas mal d'archives dans la région nantaise en particulier qui montrent que ces femmes s'organisent entre elles, à la fois alors ce qu'elles souhaitent absolument, et c'est un mouvement général qu'on retrouvera beaucoup au XIXe siècle, c'est apprendre à lire. Donc comme personne ne leur apprend à lire, parce qu'on apprenait à lire à l'église, et que l'Église souvent choisit d'apprendre à lire aux petits garçons, mais pas aux deux sexes. Il y a des écoles mixtes, il y a les deux, il y a de tout, sous l'Ancien Régime, mais on choisit plutôt les petits garçons. Alors ces femmes ouvrières créent des écoles pour apprendre à lire, pour apprendre à compter. Alors là, j'ai trouvé, donc chez des collègues, bien sûr, des articles. J'aurais dû vous dire dès le début que j'appartiens au conseil, au comité de lecture de la revue qui s'appelle Les Annales historiques de la Révolution française. Alors c'est une revue qui est en accès libre sur Internet, 3 ans après le numéro papier, où l'on trouve ce genre de petits articles, et je me suis servi de certains de ces articles pour faire cette conférence. Alors, des femmes dans l'espace public, je vous ai dit des femmes, il n'y a pas une condition féminine, il y a beaucoup de statuts et beaucoup d'aspirations qui sont différentes. Alors, l'espace public, ce terme est employé depuis pas mal d'années à la suite de l'ouvrage d'un sociologue allemand, sociologue et philosophe allemand, qui s'appelle Jürgen Habermas, H-A-B-E-R-M-A-S. Habermas a travaillé et il a fait sa thèse en 1960, donc c'est très ancien, sur l'espace public. Il essaye de comprendre comment les idées se diffusent à travers l'espace public. Qu'est-ce que c'est que l'espace public ? Eh bien, c'est l'espace de la rue, l'espace des salons, l'espace des cafés, l'espace des lieux où les gens se réunissent, les cabinets de lecture qui au XVIIIe siècle ont pris, ça a commencé en Angleterre, mais dans le reste de l'Europe ça a fait Florès, les clubs où les gens se retrouvent. Dans les cabinets de lecture, ils ont des abonnements, dans les clubs aussi, donc il y a une sociabilité qui se crée, on se connaît, on va discuter. Dans les cabinets de lecture, le cabinet est abonné aux journaux, les journaux ça coûte quand même assez cher, donc les gens le lisent en commun et le commentent en commun.
Et tout ça, ça nourrit un espace de discussion où l'on va pouvoir discuter de tout, pas forcément de politique, hein, pas forcément des derniers scandales de la cour de Versailles, mais aussi des expériences sur l'électricité. On est passionné par l'électricité et le magnétisme animal, toutes les grandes expériences que fait Mesmer à Paris, à Paris et dans toutes les cours, hein, il se baladait à travers l'Europe, Mesmer, il est autrichien, pour prouver que les animaux créent de l'électricité, ce que nous savons maintenant, hein, bien sûr, la fameuse électricité statique. Mais il y a des quantités d'expériences qui amusent beaucoup les gens, et on discute beaucoup science. Hein. Le 18e, à cause de la Révolution, on a tendance à tout mettre en politique, et à se dire politique, 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 et puis en libertinage, mais en réalité, il y a une passion de la science, et penser que le grand ouvrage du XVIIIe siècle, c'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et ça, qui a été arrêté, censuré, etc., parce qu'on voyait bien que Diderot et d'Alembert montraient que la science pouvait libérer, en fait, la science et la technique pouvaient libérer les individus du poids de l'Église. Alors, les lieux d'échange, on en connaît beaucoup. On connaît les clubs, ces fameuses sociétés qu'on appelle aussi académies, qui ont des quantités de noms. Il y en a partout dans toutes les villes de France. Ça fait partie un petit peu de la gloriole de la ville d'avoir une académie, d'inviter aussi des savants à se promener. Donc ce 18e d'avant la Révolution est une sorte de lieu d'échange et de lieu de diffusion de la pensée tout à fait intéressant. Mais pensons, puisque j'ai évoqué les campagnes, pensons quand même que les femmes, quand elles vont laver leur linge, eh bien, elles ne sont pas toutes seules au lavoir. D'ailleurs, elles n'y vont jamais toutes seules. Hein. C'est quand même plus sympathique d'aller bavarder avec quelqu'un d'autre pendant qu'on lave le linge. L'atelier aussi, simplement, pour ce lavoir ou pour cet atelier, il sera difficile quand même de savoir ce qu'elles se sont dit. Il n'y avait pas de petits enregistreurs, là, comme ici, et l'on ne trouve ces opinions, que par des biais. Quand il y a des émeutes, des émotions, comme dit la police à l'époque, eh bien, dans les archives de police, on trouvera la femme un-telle avait alerté la population, chaque jour, on le sait, au lavoir. Bon, après, c'est vrai ou c'est faux, hein, l'historien est toujours un petit peu gêné par rapport à tout ça. Alors, le XVIIIe siècle, donc en France, on en a une vision souvent un petit peu biaisée à cause de la Révolution, parce qu'elle a en quelque sorte tout attiré. Alors, ça ne va pas être très long. Ah oui, juste au moment où des gens arrivent, là, c'est pas très malin de ma part. Voilà, ça va. Parce que cette image, on ne la voit pas s'il y a la lumière. Alors, je vous ai mis ce tableau qui est très très connu. La reproduction n'est pas excellente, hein, je l'ai prise sur Internet, mais c'est un tableau que personnellement j'aime beaucoup et qui est très commode à utiliser en cours quand vous voulez présenter la période de la Régence. Nous sommes en 1720, donc le début de notre XVIIIe siècle, et le tableau s'appelle l'enseigne de Gersaint. Gersaint, c'est un marchand de tableaux qui était à Paris, dont la boutique était à Paris, et qui était très ami avec le peintre Watteau. Et il a demandé à Watteau de lui faire une enseigne. Alors Watteau a fait ce tableau, qui est un très grand tableau, qui se trouve maintenant, je crois me souvenir, à Valenciennes, la ville d'origine de Watteau. Et s'il est intéressant, ce tableau, c'est parce que vous voyez toutes ces femmes. Elles sont dans une boutique de marchands de tableaux, elles sont en train de discuter, elles vont acheter des tableaux. Alors on voit mal, évidemment, c'est trop sombre, elles traînent partout sur Internet, hein, vous pourrez voir. Vous avez ici les tableaux qui sont affichés, et puis celle-ci qui vient d'en acheter, et là, le marchand de tableaux qui est en train de mettre dans cette caisse une représentation, là je ne sais pas si on le voit tellement, mais enfin oui, on ne voit pas grand-chose, hein. Voilà, la tête, c'est un personnage à la Louis XIV, c'est-à-dire les grandes perruques, c'est-à-dire quand on commente ce tableau, et c'est ce qu'avait voulu faire Watteau, on dit c'est l'enterrement définitif de Louis XIV. Louis XIV est mort en 1715, mais là, rien que de mettre et de décrocher les tableaux qui sont là, qui sont des tableaux sévères, hein, et du siècle de Louis XIV,
pour aller choisir des tableaux. Alors on peut imaginer des escarpolettes. Watteau adorait les fêtes galantes. Hein. Watteau et Fragonard, c'est les grands noms du XVIIIe siècle. Donc voilà, ça c'est pour commencer le XVIIIe. Mais voyez, ça nous met... On voit des femmes, elles vont acheter des tableaux, mais ça nous donne encore une fois une vision un petit peu faussée d'un XVIIIe siècle qui serait toujours que très léger. Alors, des femmes dans l'espace public, ces femmes, elles participent à des salons, alors ça vous le savez, elles sont salonnières. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les salons, c'est un lieu de sociabilité où bien sûr on boit du chocolat, on boit du café, Madame de Sévigné aurait mieux fait de se taire le jour où elle a dit, en parlant de Racine, vous connaissez la formule, c'était au XVIIe siècle, hein, Racine passera comme le café. Elle considérait que Racine c'était une mode, le café aussi. Pas du tout, le café a véritablement beaucoup accompagné tous ces gens qui refaisaient le monde en permanence. Alors, je ne vais peut-être pas reprendre les noms de ces femmes qui tiennent salon. Je vais quand même évoquer juste Émilie du Châtelet. Parce que Émilie du Châtelet, c'est une mathématicienne, c'est une savante, qui a eu droit d'ailleurs à un très beau livre d'Elisabeth Badinter, qui est ancien ce livre, hein, il date de la décennie 1980, qui s'appelait Émilie. Donc le titre est un peu étrange, mais elle faisait une sorte de passage entre Émilie du Châtelet, donc la savante qui parlait avec Voltaire, avec tous les autres, et puis Émilie de Condorcet, l'épouse de Condorcet, qui est aussi une femme savante, qui participe au salon, mais qui est quand même malgré tout une femme beaucoup plus réservée et dévouée à son grand homme. Donc Elisabeth Badinter, très féministe, bien sûr, héroïsait la figure d'Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet continue à être héroïsée car il y a une association avec un très beau site internet, hein, l'association Émilie du Châtelet, qui est justement pour ces femmes savantes au sens de la science, hein, de l'université française, enfin université ou pas, hein, qui s'intéresse en tout cas au débat sur la science. Mais la science vue au sens large, hein, Émilie du Châtelet, c'est une mathématicienne. Il y a des physiciennes, il y a vraiment de tout, hein, ce n'est pas que la chose politique. Alors, évidemment, en France, la chose politique intéresse quand même beaucoup. Et parmi les salons, il y a le salon du château de Sceaux, chez la duchesse du Maine. Alors ça, le château de Sceaux, c'est tout à fait extraordinaire parce que c'est le lieu où la duchesse du Maine tirait à boulet rouge, si vous me passez cette expression, contre Louis XIV, puis ensuite contre le régent. La duchesse du Maine était l'épouse du duc du Maine et le duc du Maine était un des fils légitimés de Louis XIV. Louis XIV avait souhaité confier la régence à ses deux fils légitimés, le duc du Maine et le comte de Toulouse, et c'est le régent qui a fait casser le testament. Louis XIV n'était pas encore froid, le régent est allé au Parlement, il a fait casser le testament de Louis XIV pour s'octroyer lui-même la régence. Alors vous pensez bien que la duchesse du Maine, qui persiflait déjà auparavant, là c'est véritablement de la protestation extrêmement radicale contre le régent. Alors voilà pour ce qui est des salons. Et les femmes dont je vais vous parler, et je vais commencer par Olympe de Gouges tout de suite, elles ont participé à des salons. J'échenillerai leurs salons les uns après les autres au fur et à mesure. Ces femmes, elles sont plus ou moins connues. Je viens de citer Olympe de Gouges, c'est celle que vous voyez ici à l'écran, donc là je pense que vous pouvez la voir sans que j'éteigne. Olympe de Gouges, elle est connue. Il y a des lycées Olympe de Gouges, il y a eu beaucoup de livres et récemment d'ailleurs une très grosse bande dessinée qui raconte la vie d'Olympe de Gouges, bande dessinée qui a été faite avec je dirais pas le contrôle, mais la surveillance, contrôle, allez, employons les mots, de Pierre Cernat, qui est un passionné de bande dessinée, mais qui est également le directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française, parce qu'il était bien d'accord que l'on fasse des bandes dessinées historiques. Il y en a beaucoup, des bandes dessinées historiques, mais que l'on ne raconte pas de bêtises fût-ce dans une bande dessinée.
Alors, Olympe de Gouges est connu. Et puis, récemment, quand il y a eu pour le Panthéon, pour le prochain ou la prochaine panthéonisée, du coup, il y en aura 4 et 2 hommes, 2 femmes, donc tout le monde est content, mais enfin 4, bon, bref, ça... personnellement, mais c'est juste mon opinion personnelle, je trouve que ça amoindrit, ça donne moins d'éclat à la panthéonisation. Mais enfin bon. Il y avait eu le Panthéon, l'administration du Panthéon avait lancé un concours, enfin pas un concours, mais un sondage par Internet. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui avaient répondu. Mais beaucoup de monde avait répondu et j'ai su comme ça par les gens du Panthéon qu'il y avait pas mal d'Olympe de Gouges dans les réponses. Mais ils n'ont jamais publié, et ça je trouve ça dommage, on vous demande de donner votre avis. Et puis après, l'administration du Panthéon, on savait bien que c'est le président de la République qui allait décider, mais quand même que l'on sache ce que les gens avaient mis comme nom. Pourquoi avaient-ils mis Olympe de Gouges ou d'autres en premier? Enfin, bon... Olympe de Gouges est donc connue et elle ne sera certainement jamais panthéonisée. Alors, elle est née en 1748. Marie-Antoinette est née en 1755, donc vous voyez, ce sont des contemporaines. Louise de Kéralio est née en 1757. Louise de Kéralio, c'est une Bretonne. Son nom vous est sans doute inconnu. C'est Keralio. Et pourtant, Louise de Kéralio est une femme de lettres, est une journaliste qui a vécu vieux. Elle n'a pas été guillotinée. Olympe, vous le savez, elle a été guillotinée, hein, comme Marie-Antoinette. Et Louise de Kéralio mériterait d'être davantage connue. Théroigne de Méricourt, dont j'ai dit déjà 2 mots, elle est née en 1762. Et la plus jeune, et sans doute la moins connue encore, Pauline Léon est née en 1768. Donc mes 4 femmes, 20 années les séparent, ça fait presque une génération, 20 années. Hein. Donc entre les réflexions d'Olympe de Gouges, guillotinée en 93, hein, quelques 15 jours après Marie-Antoinette, et ce que va devenir Pauline Léon, qui vit tranquillement une vieillesse, j'allais dire heureuse, j'en sais rien si elle était heureuse, mais en tout cas, elle est partie et elle est morte tranquillement, enfin tranquillement, elle est morte. Bon. On ne sait pas comment. Alors, ces femmes, donc j'en ai choisi 5. Parmi ces 5, 2 ont été guillotinées. J'allais dire 2 seulement, n'exagérons rien, mais dès que l'on parle, c'est toujours 2 de trop, mais dès que l'on parle de révolution, immédiatement il y a le monstre guillotine qui arrive. Enfin, je dois fréquenter trop de royalistes, hein. Je me fais toute petite, je dis rien, mais il faut quand même savoir que à Paris du moins, hein, parce qu'en province c'est parfois plus violent dans certaines villes de province, 1 personne sur 2 qui passe devant le tribunal révolutionnaire est guillotinée. L'autre est libéré. Hein. Donc il y a quand même, malgré tout, je ne dirais pas un semblant de justice, hein, parce qu'après les minutes des procès, il faut quand même voir, c'est pas toujours extrêmement propre, et puis pas d'appel, pas d'avocat, etc. Mais mon propos ici n'est pas de parler de la justice révolutionnaire, mais ces femmes sont très enragées, hein, c'est pas des tièdes. Je vous ai choisi des femmes qui, comme Marie-Antoinette, qui est très enragée aussi, mais pas du même côté, sont des femmes de tête. Alors, Olympe de Gouges, elle est née à Montauban, elle est d'une petite bourgeoisie. Son père était boucher, mais c'est une corporation importante, hein, dans une ville. Donc, c'est des classes bien installées, qui ont pignon sur rue, comme on dit. On la marie très jeune à un boucher, qui s'appelle Aubry. Donc, elle s'appelle Madame Aubry. Vous n'y voyez aucune allusion, mais Aubry a eu la chance pour lui, parce qu'être l'époux d'Olympe de Gouges, ça devait peut-être être un peu difficile, et il est mort. Aubry était beaucoup plus âgé qu'elle, il est mort 1 an après. Entre-temps, elle a eu un fils qui se prénomme Pierre. C'est intéressant, Pierre, parce que Pierre va survivre et va faire racine, hein, il a des enfants, etc. Donc il y a des descendants d'Olympe de Gouges, mais Pierre a renié sa mère, parce qu'évidemment, la mère, elle a eu quand même une vie assez active. Alors, quand elle arrive à Paris, elle s'appelait Marie, hein, elle s'appelait Marie Gouze.
Et quand elle arrive à Paris, elle se fait appeler Marie-Olympe, puis après Olympe, c'est quand même beaucoup mieux, et puis de Gouze, et puis elle a trouvé que c'était mieux, de Gouges. Donc voilà cette femme qui a déjà le sens de la communication, qui sait très bien faire les choses comme ça. Bien sûr, elle va trouver un amant riche, ça lui permet de ne pas chercher à gagner sa vie, il faut quand même aussi qu'elle élève son fils, et elle écrit beaucoup. Alors, elle écrit des pièces de théâtre et une des premières passions d'Olympe de Gouges, c'est la défense de la liberté des nègres, comme on disait à l'époque. Elle lutte contre l'esclavage, elle est très abolitionniste, elle écrit beaucoup de textes en faveur de l'abolition de l'esclavage, mais elle n'a pas pu entrer à la Société des Amis des Noirs, qui est une société assez fermée, parce que les cotisations, les droits d'entrée, elle n'était pas interdite aux femmes, mais les droits d'entrée étaient très élevés. Donc là, la sanction économique fait que Olympe ne peut pas accéder à la Société des Amis des Noirs. Mais par ses écrits, elle est connue, et l'abbé Grégoire, qui est un des grands abolitionnistes d'avant la Révolution et qui survit largement, en 1808, il a écrit à propos d'Olympe de Gouges qu'elle était, il la plaçait, je cite, « parmi les hommes courageux qui ont plaidé la cause des malheureux noirs ». Alors, on peut faire une analyse de genre sur l'écrit de l'abbé Grégoire. Elle est placée parmi les hommes courageux. Bon, bien sûr, l'abbé Grégoire est de son temps, et puis c'est un abbé. Alors, elle participe au salon littéraire. Alors, elle, son salon, c'est à Auteuil. Et dans ce salon, il y a les Condorcet. Sophie Grouchy, dont je parlais tout à l'heure, l'épouse de Condorcet. Et puis, beaucoup d'autres personnalités dont un certain nombre vont devenir des députés girondins. Alors ça, c'est très important parce que Olympe de Gouges a des amis girondins et même si elle est très enragée à un moment, enragée c'est un terme de l'époque, elle est fidèle aux Girondins et c'est d'ailleurs à cause de ses amitiés girondines qu'elle va subir le martyre de la guillotine. Alors, liberté pour les Noirs, défense des droits des femmes. Alors, vous savez qu'elle est très célèbre et très connue par sa déclaration des droits de la femme. Alors, la déclaration des droits de la femme est absolument copiée sur la déclaration des droits de l'homme. Elle l'a faite en septembre 1791. C'est une déclaration dans laquelle elle réclame les mêmes droits et en particulier le droit d'opiner, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de donner son avis, de voter, bien sûr, de participer au club, car ce n'est pas si facile que ça d'entrer dans un club pendant la Révolution, et elle dédie ce document à Marie-Antoinette. Alors, je vous ai juste extrait le préambule, parce que c'est un beau style, c'est le style du XVIIIe siècle. Madame, peu faite au langage que l'on tient au roi, je n'emploierai point l'adulation des courtisans pour vous faire hommage de cette singulière production. Mon but, madame, est de vous parler franchement. Je n'ai pas attendu pour m'exprimer ainsi l'époque de la liberté. Je me suis montré avec la même énergie dans le temps où l'aveuglement des despotes punissait une si noble audace. Lorsque tout l'Empire vous accusait, nous sommes en septembre 91, Marie-Antoinette et Louis XVI sont en résidence surveillée aux Tuileries. Et dès 85, il y a eu des violences extrêmement fortes contre Marie-Antoinette. Quand elle dit « quand tout l'Empire vous accusait », l'Empire, c'est la France, et vous rendait responsable de ces calamités. Il y a eu toute cette campagne de presse assez violente contre Marie-Antoinette. Moi seule, dans un temps de trouble et d'orage, j'ai eu la force de prendre votre défense. Je n'ai jamais pu me persuader qu'une princesse élevée au sein des grandeurs eût tous les vices de la bassesse. Ça, c'est très très important, car c'est vrai, je vais développer tout à l'heure. Oui, madame, lorsque j'ai vu le glaive levé sur vous, j'ai jeté mes observations entre ce glaive et la victime. Mais aujourd'hui que je vois qu'on observe de près la foule de mutins soudoyés, et qu'elle est retenue par la crainte des lois, je vous dirai, madame, ce que je ne vous aurais pas dit ailleurs. Alors,
C'est-à-dire qu'elle a pris la défense de Marie-Antoinette quand Marie-Antoinette était très accusée, en disant non, elle n'est pas coupable de tous les crimes. Mais là, elle va prendre la défense de toutes les femmes et elle va dire il faut que les femmes entrent dans l'espace public pour éviter cette violence extrêmement forte. Alors, je vous disais que c'est vrai que Olympe de Gouges a fait cela. Et je suis très familière, je vais éteindre ça s'appelle Olympe et Toinette. Je vais éteindre la lumière, voilà. Parce qu'on n'y voit rien. Voilà. Alors ça, c'est le frontispice d'un texte qui est offert. Alors comme j'ai plus de lumière, je ne peux pas vous lire le titre du document, mais que Olympe de Gouges a dédié, nous sommes en 1785, a dédié à la reine. Alors c'est le frontispice à la reine et au roi, elle a dédié aux deux, où il y a le couple royal qui est ici. Alors j'espère que vous voyez bien. Là, la reine, bien sûr, le roi qui est dans son carrosse, et Olympe qui arrive ici, la voilà, et qui tend son texte à la reine. Alors, c'est une image dans le détail. Moi, je l'ai publiée dans plusieurs livres. Dans le détail, elle est très intéressante parce qu'elle montre le peuple qui est au milieu de tout ça. C'est une forme de bonheur universel. Alors, elle fait parler Louis XVI, Louis XVI à son peuple. Et en dessous, là, vous la voyez, cette couronne, fille de l'ambition. Je ne veux la conserver que pour vous défendre et vous rendre heureux. On est en 1785. Donc c'est un document extrêmement positif qui s'appelle « Remarques patriotiques ». Voilà ce que faisait Olympe de Gouges en 1785. En 1791, elle fait la fameuse Déclaration des droits de la femme. Et puis pendant la Révolution, elle va passer son temps à réclamer le droit de participer aux clubs et aux assemblées. Elle va militer en faveur du divorce, là elle obtient, le remplacement du mariage religieux par un contrat civil, la reconnaissance des enfants bâtards, des enfants nés hors mariage. Pensez qu'en France, il faudra attendre 1975 et la présidence de Giscard d'Estaing pour avoir cela. Olympe de Gouges le réclamait, mais c'est réclamé tout au long de l'histoire. On est quand même un pays un petit peu lent. Et la reconnaissance aussi des enfants et l'adoption des enfants, même si ce n'est pas les vôtres, c'est-à-dire le droit à l'adoption. Ceux pour qui, elle dit, pour qui vous avez une inclination particulière. Donc une adoption qui ne serait pas biologique, mais c'est pas grave, il faut pouvoir adopter. Elle réclame des maternités pour les femmes, donc elle s'intéresse à la famille, Olympe de Gouges. Elle s'intéresse aux femmes et bien sûr, elle réclame des écoles et elle réclame des foyers pour les pauvres. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'elle était enragée, Olympe de Gouges, parce qu'on va la classer, alors qu'elle est très proche des Girondins, qui sont quand même plutôt modérés, on va la classer parmi les enragés, parce qu'en 1792, elle réclame le droit pour les femmes d'être armées, et c'est ce que l'on appelle les Amazones, parce qu'elle veut défendre la République. En 92, la France est en guerre. Et là, elle va retrouver Pauline Léon, dont je parlerai tout à l'heure. Et elles s'organisent et elles font des entraînements aux Champs-Élysées. Il y a de la place, à l'époque c'est immense, l'avenue des Champs-Élysées qui existe quand même. Et elle exhorte les femmes à s'armer. Il y en a trois parmi les femmes que je vous présente. Olympe, Pauline Léon et Théroigne de Méricourt, qu'on va appeler les Amazones. Et Théroigne, on l'appelle l'Amazone rouge, parce que Théroigne, elle va toujours plus loin que les autres. Alors elles vont défiler le 14 juillet 92, toujours en Amazone, vous voyez, pour dire à quel point elles sont actives. Bien sûr, elles réclament le droit de porter des armes et ça leur est totalement interdit. Et comme elle est fidèle aux Girondins, les Girondins sont arrêtés à la sortie de la Convention, c'est un coup d'État, entre le 31 mai et le 2 juin 1793. Olympe est arrêtée à la fin du mois de juillet 93. Elle n'a jamais renié ses amis girondins, elle n'a pas quitté Paris.
même sachant le danger, et elle est jugée et exécutée le 3 novembre 1793. Donc une femme ferme dans ses convictions, beaucoup plus enragée que les Girondins qui n'allaient pas si loin que ça, surtout pour le droit à porter des armes, mais qui a payé de sa vie son engagement. Alors, pour Marie-Antoinette, je vous ai dit que je souhaitais parler des femmes moins connues. Ça va. Alors, pour Marie-Antoinette, dans ce livre dont vous avez vu la couverture tout à l'heure et que j'ai complètement oublié d'apporter, c'est un livre qui est fait à partir d'images, hein, c'est-à-dire que j'ai choisi un certain nombre d'images pour construire le discours en fonction des images. Et Marie-Antoinette, c'est un personnage tellement rebattu, tellement aujourd'hui considérée comme une idole en sucre. Vous savez, la fashion victime, la femme du goût 18e, c'est vrai. Marie-Antoinette a un goût extraordinaire et que le luxe français a pris, et les Américains adorent Marie-Antoinette pour ça, parce que pour eux, Versailles, le Versailles du 18e, c'est pas le Versailles du 17e hein, qu'ils adorent, parce que Louis XIV, c'est quand même assez sévère et assez austère. C'est le Versailles du 18e siècle. Et de cette femme qu'il est très difficile, sur laquelle il est très difficile de parler, parce qu'il y a eu, mais c'est toujours pareil, dans une vie, et surtout une vie traversée par une révolution, quand vous êtes une reine, c'est pas toujours normal hein, de vivre la révolution, eh bien, dans une vie, il y a plusieurs vies. Et pour simplifier, je vous disais tout à l'heure, c'est une archiduchesse de Habsbourg et elle le sait. Et elle sait que les Bourbons, c'est pas grand-chose par rapport aux Habsbourg, donc elle prend les gens de haut, d'où l'antipathie, y compris à la cour de Versailles. Hein. L'antipathie commence très tôt. Et Marie-Antoinette est une femme, alors on dit c'est une femme libre, on dit qu'elle est très en avance sur son temps. Il y en a beaucoup des femmes libres hein, quand on va chercher, mais pour une reine, c'est vrai qu'elle était particulièrement audacieuse, puisque quand elle allait voir son amie Polignac, eh bien, parce que Polignac était malade, hein, Polignac habitait à la Muette, à Paris, eh bien, elle reste dormir chez Polignac, hein, et elle se fiche absolument du qu'en dira-t-on. Alors, vous pensez qu'à Versailles, ça jase quand on apprend que la reine est restée dormir chez Polignac, sans prévenir personne. Alors, elle fait ce qu'elle veut, elle fait du cheval. Ici, c'est un tableau qui date des débuts du règne. Vous voyez comme elle se tient. Elle se tient évidemment en Amazone, comme on dira plus tard, ce qui est très dangereux pour faire du cheval. Elle est tombée plusieurs fois. Et quand, pour la petite histoire, quand on raconte ça, sa fille, celle qu'on appelle Madame Royale, l'orpheline du Temple, etc., on lui dit que la mère est quand même assez sérieusement touchée. La fille qui n'a aucun cœur dit qu'elle s'en fiche complètement. Ça, c'est un petit détail, mais quand j'avais trouvé ça, je m'étais dit, mince, voilà, on peut être la fille et ne pas trop apprécier. Madame Royale était passionnée par son père, beaucoup plus que par sa mère. Bon, c'est un autre sujet, mais ça fait jaser quand même voilà, je voulais présenter celle-ci. Je ne sais pas si... Ouais, là, il faut que j'éteigne. L'autre, elle est très belle, hein, celle qui est à côté, c'est la fashion victime, c'est une très belle Marie-Antoinette. Mais celle-ci que je vous présente, alors, elle date de 1773, c'est-à-dire que la reine n'est pas encore reine. Et c'est le trait de bienfaisance, elle donne de l'argent à un petit paysan. On en verra pendant la Révolution, des choses comme ça. Alors, celle-ci, elle fait partie des images, comme on dit aujourd'hui, des images de communication. Les rois font toujours ça. Il y a le côté, le roi père de son peuple, hein, donner aux pauvres. La reine elle n'a pas créé de fondation, c'était pas la peine, mais elle donnait aux hôpitaux, par exemple. Et elle allait dans Paris pour aller voir les pauvres. Ça fait partie du jeu. Ce n'est pas particulièrement Marie-Antoinette. Quand il y a des images comme ça, celle de 73, elle est normale, elle est banale. Quand il y en aura en 1791, où on les voit aux Tuileries en train de faire ça, on peut imaginer que ce sont des images de propagande. De propagande pour calmer le jeu, parce que le peuple de Paris était toujours sous leurs fenêtres à les traiter tous les noms. Hein. Donc voilà. Alors celle-ci, je vous l'ai présentée, elle est assez compliquée et je vois que le temps file à vitesse très grande. C'était celle-ci hein, que je voulais vous présenter. C'était juste pour vous dire toutes les images qui sont royales, qui sont la politique de communication. On est dans une figure faite
à l'époque de la naissance du dauphin. Il fallait un dauphin, 1781, avec toutes les allégories classiques du XVIIe, alors du XVIIIe. Alors celle-ci, elle est évidemment beaucoup plus audacieuse et beaucoup plus négative. Elles sont toutes les trois d'ailleurs sur la même page. Là, nous sommes au moment de l'affaire du collier, 1785. La reine, on le sait et on le savait à l'époque, n'était absolument pas coupable. Je résume, le cardinal de Rohan, amoureux de la reine, décide de lui offrir un collier qu'il achète, qu'il fait acheter chez des bijoutiers, un collier extrêmement cher, et il donne en gage une lettre signée de la reine, où c'est donc la reine qui achète. Bon voilà, les bijoutiers, tranquilles, ils se disent j'irai réclamer auprès du roi. Et c'est les bijoutiers qui ont tout perdu dans l'histoire. Et puis il y a toute une comédie dans les bosquets de Versailles, où en fait c'est une bonne au service de Madame de la Motte qui se fait passer pour la reine, et le cardinal de Rohan, qui croit que c'est Marie-Antoinette, donne le collier pour offrir à Marie-Antoinette, et Madame de la Motte et Mademoiselle d'Oliva, sa bonne, s'enfuient à Londres évidemment avec leur butin. Et quand les bijoutiers réclament l'argent au roi, évidemment le roi dit mais moi j'ai jamais commandé ça, Marie-Antoinette dit mais moi non plus, mais ça fait un scandale. On dit que la reine est dépensière, on le disait déjà avant, mais là on l'a représentée en monstre. Et ce qui est intéressant, c'est le monstre dans la caricature, c'est quelque chose de très très violent. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire est une histoire qui existe réellement. C'est le monstre du lac de Fagua. Alors l'intérêt de notre société interneteuse, c'est qu'un jour je reçois un mail de quelqu'un du Pérou qui avait lu un de mes articles, je ne sais pas comment, et qui me dit « mais moi j'ai des choses à vous dire sur le monstre du lac de Fagua que l'on raconte encore au Pérou ». Et il m'a envoyé par la poste son bouquin qui raconte, et c'est les mêmes dessins. Simplement là, c'était fait avec toute une légende qui raconte Marie-Antoinette. Alors là, nous sommes au moment de Varennes, et on voit Marie-Thérèse d'Autriche en train de trouver Marie-Antoinette qui est au fond d'un puits. Elle fait pendant à une autre image qui montre Henri IV sortant également Louis XVI, non pas d'un puits, mais d'une barrique de vin, puisqu'on disait que Louis XVI était alcoolique. Alors ça, c'est pour vous montrer l'obsession de l'histoire. À l'époque d'Henri IV, ça ne serait pas passé comme ça. À l'époque de Louis XIV, ne se serait pas passé comme ça. Là, c'est Marie-Thérèse qui dit, mais enfin, Marie-Thérèse est morte à ce moment-là, la mère de Marie-Antoinette, mais moi, regardez ma couronne, moi j'étais une vraie impératrice. Alors ça, c'est une jolie Marie-Antoinette, très jolie, qui est sans date, mais je vous la présente quand même. Alors ça, c'est pour le plaisir de vous montrer, il y en a eu énormément, je n'ai pas besoin de décrypter davantage, parfaitement obscènes, représentant la reine, alors pratiquement jamais imprimée, parce que déjà les caricatures, si on touche à Marie-Antoinette, il ne faut pas présenter de caricature, mais là j'en ai mis qu'une, mais il y en a plein, qui se trouvent à la Bibliothèque nationale et ailleurs. Donc là, ça a été fait avant la Révolution, mais surtout republié à partir de 1791, donc de l'affaire des Tuileries. Ça c'est trop compliqué, ça c'est Varennes, donc là Ah oui, quand même. Je voulais vous montrer, parce que les images racontent aussi l'histoire. Ça, c'est une image plutôt royaliste, en tout cas de déploration. Louis XVI va être guillotiné, la petite famille est là, donc Madame Royale, le dauphin, et puis derrière, en arrière-plan, Madame Élisabeth, qui sera guillotinée quelques mois après Marie-Antoinette. Ça, c'est le récit du procès et le récit de la guillotine. Ça, c'est anglais, je passe. Rapidement, celle-là, elle est obscène aussi. Marie-Antoinette est déjà condamnée à mort et on vous présente une guillotine avec des fesses juste derrière et toute l'histoire est parfaitement obscène. Ça a poursuivi la reine jusqu'au bout. Celle d'à côté, vous la connaissez, c'est David. Voilà, au XIXe siècle, David, le tableau qui est au musée de Visil, mais qui est une fabrication du XIXe. Alors ça, c'est pas intéressant pour nous ici. Alors là, voilà. Ça, c'est les royalistes qui ont fait ça, un profil où il y a la dernière lettre de Marie-Antoinette. Celle qu'elle a écrite, qui est donc, c'est que des écrits, celle qu'elle a écrite juste avant d'être guillotinée, qu'on appelle le testament de la reine.
Et puis la toute dernière que j'aime beaucoup, qui date de 1797, qui est italienne, et c'est de la propagande royaliste. Hein. Je l'aime beaucoup parce que c'est très beau, c'est un trône brillant lui avait été promis, elle n'eut pas même un tombeau. Ce qui est absolument exact, puisque comme Louis XVI, elle a été dans la Chaux-Vive, pas très loin, là où maintenant il y a la chapelle expiatoire. Oui, alors là, bon, celle-ci est vraiment très petite. Alors, je passe assez vite, voilà. Ici, c'est pour vous montrer le visage de Louise de Keraglio. Alors, Louise de Keraglio n'a pas de chance, elle n'est pas connue, et même sur Internet, vous pouvez toujours chercher je vois que l'heure tourne, des représentations. Ça, c'est une image bien postérieure, hein, qui date de l'époque du consulat ou de l'Empire même. Alors, elle est bretonne, hein. Elle est membre de la Société patriotique de Rennes avant la Révolution, Keraglio, et elle va faire partie de tous ces gens qui vont dans les académies, dans les sociétés dont je vous parlais au début de la conférence, et en particulier à Arras, à l'Académie d'Arras, elle est reçue par Robespierre, qui était le président de l'Académie d'Arras. Avant la Révolution toujours, elle est journaliste et elle dirige plusieurs titres de journaux. Elle épouse François Robert, donc on l'appelle des fois de Keraglio Robert, et lui est un membre du Club des Cordeliers, c'est un enragé, c'est un journaliste très très important qui a été conventionnel aussi. Et elle va fonder la Société fraternelle des patriotes de l'un et l'autre sexe. Donc une société, un club mixte, février 1790, où François Robert d'ailleurs va être présent. Alors le but de cette Société fraternelle des patriotes de l'un et l'autre sexe, c'est de commenter tout ce que la Convention prend comme décret et puis les actualités du jour. La presse aussi adore ça, hein, parce que la province comme ça peut vivre au rythme de Paris. Enfin, il faut 15 jours, 3 semaines hein, pour transporter les journaux, mais peut savoir quels sont les débats à la Convention ou les débats dans les clubs. Alors bien sûr, elle aussi milite pour l'abolition de l'esclavage. Sa société fraternelle est près du Club des Jacobins, donc là il y a véritablement un bouillon de culture, si on peut dire, hein, extrémiste, et elle est très courageuse parce que le 17 juillet 1791, elle a été à la pétition du Champ de Mars, où il y a eu des morts, hein, puisqu'elle était interdite, cette manifestation. Donc la garde nationale parisienne, sous l'ordre de Lafayette, a tiré sur les manifestants. Et puis, juste avant le 10 août 92, avant la prise des Tuileries, eh bien, elle est attaquée par des contre-révolutionnaires, ou du moins par des gens qui trouvent que là, la révolution va un petit peu loin. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut faire mouvoir les gens. Et elle s'est défendue toute seule. Elle avait des petits couteaux, elle les a fait fuir. Elle était quand même une femme à se défendre toute seule. Alors, ce qui est intéressant chez Keraglio, c'est très cultivé, très écrivassière. Elle sait l'anglais, elle traduit toute une histoire d'Élisabeth Ier, en plusieurs volumes, hein, traduit en anglais, et elle met des commentaires, etc. Donc elle se passionne pour les femmes de pouvoir, mais elle n'est pas féministe. Et si on peut dire, ou du moins elle est féministe, elle veut que les femmes aient un rôle, mais elle est quand même sexiste. Ce qui permet de dire ça, c'est d'une part un titre d'article qui est dans les annales historiques de la Révolution française, une féministe sexiste. Et elle a écrit Les crimes des reines de France. Et Les crimes des reines de France, c'est un très long texte, absolument abracadabrant, où toutes les reines, hein, si elles ont les cheveux blonds, elles ont tort, si elles ont les cheveux bruns, elles ont tort, tout va contre elles. Dans ces crimes de France des origines jusqu'à Marie-Antoinette, il n'y a que 3-4 pages sur Marie-Antoinette. On est très déçus, mais elle a forcément tort, parce que c'est une femme et qu'elle veut s'occuper de ses enfants et qu'elle n'a pas à s'en occuper, et que quoi qu'elle fasse, elle a tort. Donc cette Keraglio est quand même assez étonnante, puisque donc féministe et en même temps sexiste. Alors, je vais quand même vous passer, même si l'heure tourne, voilà, ce petit document. Là aussi, je vais être obligée d'éteindre un petit peu, qui est en frontispice des crimes des reines de France. Un peuple est sans honneur et mérite ses chaînes quand il
plie le front sous le fouet des reines, j'ai oublié le titre exact. Et là, vous avez une reine qui est une reine un peu sorcière, monstre, vous voyez, avec cette queue, qui est en train d'une main de poignarder le roi, qui n'est autre que Louis XVI, et d'une autre main, elle tient une coupe qui est chargée de poison. Et dans son texte, elle explique, et ça c'est publié par Prudhomme, qui est un des très grands éditeurs de la Révolution, donc ça a été publié et mis dans beaucoup de pamphlets différents. Donc ça montre bien quand même que Keraglio, on peut déjà dire qu'elle est féministe, c'est pas si sûr que ça. Elle veut la liberté, mais les femmes, elle les aime pas trop. Alors, Keraglio a eu en fait beaucoup de chance, elle et son mari, car après Thermidor, son mari, a été déjà est parti. Enfin, ils sont partis tous les deux à Bruxelles. Et au moment du retour de Napoléon, enfin de l'arrivée de Napoléon, ils ont fait partie de ces gens que Napoléon ni Louis XVIII ne voulaient pas voir revenir en France, car François Robert était régicide, et donc les régicides, ils sont restés vivre à Bruxelles. Il y a toute une sociabilité parisienne, française en tout cas, à Bruxelles. Alors, donc elle meurt tard. Je vous dirai tout à l'heure sa date de mort parce que je ne l'ai pas écrit sous les yeux là. Alors, encore quelques minutes, monsieur le bourreau. Oui, enfin bon, quelques minutes, 2, 3, parce que je ne veux pas abandonner, parce que j'ai... On a commencé un peu en retard. Alors, je voudrais pas sacrifier... Donc, elle a vécu vieille et elle est morte là-bas, à Bruxelles. Je veux pas... Ah oui, c'était Théroigne. Je ne veux pas sacrifier ni Théroigne ni Pauline Léon. Alors, Théroigne de Méricourt, née en 1762, son histoire est beaucoup plus triste. J'ai eu l'occasion de travailler sur Théroigne de Méricourt parce que, à force de travailler sur les caricatures et l'opinion, j'ai beaucoup lu toute la presse royaliste, les pamphlets royalistes, et puis la presse révolutionnaire, les pamphlets révolutionnaires, qui se répondent. Donc c'est intéressant de lire tout ça. Aujourd'hui, on peut faire ça aussi avec les journaux, les sites internet, etc. Et j'étais frappée de voir que Théroigne de Méricourt était la cible permanente et très violente d'un journal royaliste qui s'appelle Les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est un journal passionnant, illustré, très vif, parce que les royalistes sont marrants, ils sont plus marrants que les révolutionnaires, parce que les révolutionnaires, ils se prennent au sérieux, ils veulent régénérer la France, alors ils ont toujours des grandes idées. Les royalistes, au départ, ils se disent qu'est-ce qui se passe, et puis ils essayent d'arrêter le temps, puis quand ils voient que le temps s'arrête pas, ils commencent à se lancer dans les pamphlets et dans les caricatures, mais ils ont un temps de retard. Et ils ont des têtes de Turcs. Et leur tête de Turc, c'est quelques révolutionnaires, mais surtout Théroigne de Méricourt. Et je me suis dit, mais pourquoi Théroigne ? Et alors, j'ai fait tout un article sur les Actes des Apôtres. Alors, pourquoi Théroigne ? Eh bien, parce que déjà, Théroigne, ça nous renvoie à la condition féminine. Elle a quitté ses parents très jeune. Je viens de parler avec une secrétaire là ici qui connaissait Théroigne de Méricourt et qui me dit c'était une rebelle. Et je dis oui, dans le fond Théroigne c'était une rebelle. Elle a quitté ses parents qui étaient des paysans, mais des paysans propriétaires, des terres là qui sont dans l'extrême nord de la France et en Flandre et elle est partie comme femme entretenue, parce qu'il fallait bien vivre, comme elle n'avait pas de fortune, et puis elle ne pouvait pas vivre seule. Donc elle a été entretenue, elle a un certain nombre d'amants, et alors la malchance de Théroigne, c'est qu'elle a eu parmi ses amants des gens qui relevaient de l'Empire, parce qu'elle était du nord de la France, donc Flandre, et juste de l'autre côté, vous avez les Pays-Bas autrichiens. Donc elle a fait le tour de l'Europe, tout le temps, elle se balade beaucoup, Théroigne. Et puis, du fait qu'il se passe des choses à Paris, donc juste avant la réunion des États généraux, elle arrive à Paris et à Versailles en mai 89 pour assister aux États généraux. Alors, elle dit qu'elle a participé à la prise de la Bastille et elle dit qu'on lui a même donné, alors elle montre, non pas une médaille, parce qu'on a donné des médailles à ceux qu'on appelle les vainqueurs de la Bastille. Alors elle n'a pas la médaille de vainqueur de la Bastille, mais elle a des objets, elle dit c'est à la Bastille qu'on m'a donné ça. C'est pas sûr pour la Bastille, on n'en est pas encore sûr. En revanche, le 5 octobre, c'est sûr. Elle est allée à Versailles
pour aller chercher, comme on dit, le boulanger, la boulangère et le petit mitron, mais ça c'est gentiment dit, hein. En réalité, les journées d'octobre sont quand même assez violentes, et on dit qu'elle aurait été très incorrecte, très impolie, ce n'est pas Olympe de Gouges, hein, Théroigne de Méricourt, face à la reine, pour lui dire tout ce qu'elle avait à penser. Alors en 1790, elle fonde, avec des hommes, hein, le club des Amis de la Loi, qui est un club mixte, et qui voulait offrir aux femmes une tribune politique, mais son existence a été très éphémère, car le club est fondé en janvier 90 et il est supprimé, interdit, hein, en septembre de la même année. Donc, en février 91, comme elle fréquente beaucoup les cordeliers c'est plus enragé, hein, que les jacobins. Comme elle fréquente beaucoup les cordeliers, elle réclame à entrer dans ce club. Elle est accueillie avec enthousiasme, mais elle propose tout de suite une motion pour l'édification d'un temple à l'Assemblée nationale. Dans le cœur de l'Assemblée nationale, un temple à la raison, et donc tout le monde applaudit, grand enthousiasme, puis après l'Assemblée dit « Attendez, nous on est des élus du peuple, on ne touche pas à l'Assemblée comme ça ». Donc la situation se retourne, et les cordeliers font preuve d'hypocrisie. Ils ont applaudi Théroigne, et puis dès qu'elle fait un peu trop de bruit, eh bien, on dit, Théroigne, tu rentres à tes fourneaux, c'est pas tout à fait ça, hein. Alors, Camille Desmoulins, voilà ce qu'il dit. Parce que Camille Desmoulins a bien compris ce qui s'est passé. L'Assemblée a suivi les conclusions du président, qu'il serait voté des remerciements à cette excellente citoyenne pour sa motion. Vous voyez, l'hypocrisie politique, c'est tout le temps, hein. Qu'un canon du concile de Mâcon ayant formellement reconnu que les femmes ont une âme, et la raison comme les hommes, on ne pouvait leur interdire d'en faire un si bon usage que la préopinante. Qu'il sera toujours libre à mademoiselle Théroigne et à toutes celles de son sexe de proposer ce qu'elle croirait avantageux à la patrie. Mais que sur la question d'État, autre chose quand même l'État, bon, si la demoiselle Théroigne sera admise au district avec voix consultative seulement, l'Assemblée est incompétente pour prendre un parti et qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Alors, voix consultative au district, ça c'est les sociétés populaires, les sociétés révolutionnaires. Il y en a plein partout dans Paris, parce qu'il y a plein, hein, c'est une effervescence. Donc elle pourra y aller, mais voix consultative, pas voter. Et quant à l'Assemblée, l'Assemblée a dit non. Moi, je suis Assemblée nationale législative à l'époque, et donc pas question. Donc, Théroigne exit, et elle continue bien sûr à s'agiter. Et comme elle a un amant autrichien, les Autrichiens la kidnappent, l'emmènent en Autriche, où la police de Joseph II l'interroge, la considère comme une espionne. Elle finit par être libérée, participe à la prise des Tuileries du 10 août 1792, et où là on raconte d'ailleurs qu'elle a dénoncé un journaliste royaliste qui s'appelle François Sulot, qui publiait L'Ami du roi, et François Sulot est massacré par la foule, hein, devant le château. C'est très violent la prise des Tuileries, hein. On vous dit toujours le château est pris, bah oui, mais il est pris, il est pillé, enfin, il faut bien imaginer la violence de l'événement. Alors, après tout ça, elle a beaucoup d'ennuis, aussi bien avec les patriotes qui se moquent d'elle, avec les royalistes. Après le 10 août, les royalistes ils sont un petit peu obligés de s'enfuir. Mais Théroigne perd la raison, et c'est pour ça qu'elle intéresse les psychanalystes, parce qu'elle est enfermée à la Salpêtrière, où elle va mourir en 1817, et tout le temps, elle raconte, elle ne mange plus, elle est toute nue tout le temps, et elle se badigeonne de rouge, et elle raconte la Révolution, mais elle raconte le sang, elle raconte les coups. Elle a été frappée de folie à cause de la violence révolutionnaire. Et il y a une psychanalyste que vous connaissez peut-être, elle vient d'avoir un prix, mais je ne sais plus lequel, qui a écrit un livre très, très beau sur, son nom m'échappe à l'instant, mais ça me reviendra, très beau sur Théroigne de Méricourt. Parce qu'en tant que psychanalyste, elle s'intéresse évidemment à ce qui... On a toutes les archives à la Salpêtrière, les médecins, Pinel en particulier, se passionnaient pour le cas Théroigne. Alors, Pauline Léon, la plus enragée, mais celle qui est morte tranquillement dans son lit en Vendée, c'est la plus jeune, elle a fréquenté la Société des Cordeliers, le Club des Cordeliers,
La société fraternelle de l'un et l'autre sexe, où elle a retrouvé Kéralio, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc il faut imaginer ces femmes-là se fréquentent tout le temps, elles se voient soit dans les clubs, soit dans la rue, soit au café. Enfin, c'est la sociabilité hein, telle qu'on peut la voir et peut-être plus importante encore qu'aujourd'hui. Hein, j'ai tendance à penser cela. Le 10 mai 1793, elle fonde avec Claire Lacombe, alors j'ai éliminé Claire Lacombe parce que je savais que j'aurais pas le temps de parler de tout le monde, la Société des Républicaines Révolutionnaires. Alors ça, c'est une société féminine. Là, pour le coup, elles se disent, les hommes, on est en 93, ne nous font pas de cadeaux, on ne veut plus les hommes chez nous. Et cette société des républicaines révolutionnaires, alors le Moniteur, hein, qui enregistre la création, dit que c'était, je cite, une société où les femmes seules seront admises. Cette société a pour but de délibérer sur les moyens de déjouer les projets des ennemis de la République. Donc mai 93, hein, on est au moment où véritablement la République, comme on dit, n'obéit déjà plus aux lois communes, hein, puisque c'est le comité de salut public qui dirige. On les appelle les enragés, donc elle s'appelle elle-même aussi les enragés. Elle réclame la taxation des prix des denrées, elle réclame également la punition des accapareurs et la guillotine, hein, même pour les accapareurs. Le 17 juillet 1793, donc quelques jours après l'assassinat de Marat, elles décident qu'elles vont élever leurs enfants, toutes celles qui ont des enfants, dans le culte de Marat. Théroigne n'a pas d'enfants, hein. Kéralio non plus. Je vous ai dit, Olympe de Gouges a un fils et Pauline Léon, j'ai pas trouvé de traces d'enfants. Et Leclerc, qui était l'épouse de Pauline Léon, écrit en août 1793 à propos donc de Marat. Il écrit dans l'Ami du peuple, hein, qui continue après la mort de Marat. C'est à vous surtout à donner l'éveil, femmes révolutionnaires. C'est à vous qu'il appartient de sonner le tocsin de la liberté. Alors il est vrai qu'en juillet 93, tout s'accélère. Le club donc demande l'affiliation aux Jacobins qui est refusée, réclame donc des mesures extrêmement violentes et l'organisation de tribunaux révolutionnaires, en particulier contre les accapareurs. Il faut quand même jamais oublier qu'en 93, on est en guerre. Les troupes étrangères sont en France, hein, elles sont entrées. Il y a la Vendée, bien sûr. Il n'y a pas que la Vendée, il y a aussi Marseille et Toulon, il y a aussi Lyon. Donc il y a la guerre à l'intérieur, la guerre aux frontières, mais surtout la crise économique. Et les gens crèvent de faim. Et en 95, ils crèvent tellement de faim que les femmes vont entrer à la Convention et réclamer du pain. Et elles disent du pain et la Constitution de 93, parce qu'elles croient que la Constitution de 93 leur donnera du pain. Et en 95, elles vont tuer un député, c'est quand même une violence extrême, et présenter la tête, vous connaissez cette image, hein, la tête du député Ferraud, que l'on présente au bout d'une pique au président de l'Assemblée, hein, qui s'appelle Boissy d'Anglas. Alors ça, c'est pour vous dire, hein, on a souvent tendance à oublier, la crise économique, elle commence avec la Révolution, mais en 93, elle est gravissime. 93-95, les gens meurent de faim dans les rues. Et quand la commune réclame une croisade contre les prostituées, la commune de Paris réclame une croisade contre les prostituées, elle, Pauline Léon et son club, demandent la condamnation des hommes. Et ça m'a fait penser, quand j'ai préparé cet exposé, à tout le débat qui avait été lancé, qui est tombé dans les poubelles aussi, par Najat Vallaud-Belkacem, hein, la judiciarisation, je ne sais plus quel est le terme, des hommes, et puis tout ce... Alors la Commune de Paris, pareil, dit « Ah non, non, on ne touche pas aux hommes. Bien sûr, ce n'est pas bien la prostitution, mais on ne touche pas aux hommes. » Donc, vous voyez, il y a les mêmes débats qui se passent, ce sont des débats sociétaux. Je crois qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose qui convienne à tout le monde. Et puis, les périodes de crise sont très, 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 très graves. Alors, Claire Lacombe, Pauline Léon et Jean Leclerc sont arrêtés en avril 1994, donc alertés dans le sillage des hébertistes, c'est-à-dire des enragés. C'est avant Thermidor, hein. Thermidor, c'est juillet 1994. Donc, on les considère comme beaucoup trop enragés, mais elles ont eu de la chance. Leclerc et Pauline Léon sont libérés le 22 août suivant, donc après la chute de Robespierre. Donc vous voyez, elles restent en prison un certain temps.
sont libérées. Elle est libérée le 22 août. Et alors là, on a un blanc dans la carrière de Pauline. On la retrouve en Vendée chez sa sœur. Elle était devenue institutrice. Et elle meurt en 1838. Donc vous voyez, elle était née en 1762, elle meurt en 1838. Je disais tout à l'heure tranquillement, elle n'était peut-être pas tranquille, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des archives, apparemment personne ne les aurait trouvées, mais je ne sais pas si les Vendéens s'intéressent tellement à Pauline Léon. C'est quand même un destin extraordinaire. En plus, elle part en Vendée, parce que sa sœur y était, tout simplement. Leclerc, on ne sait pas. Lui, il a dû mourir avant, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc voilà mes femmes, et pendant que j'y pense, je vais chercher la date de mort de Keralio. Voilà, Keralio. Voilà, Keralio est morte en 1821, Théroigne est morte en 1817, je vous l'avais dit, et puis Olympe et Toinette, je suis très familière, mais j'aime bien Toinette en fait, sont mortes évidemment en 93. Voilà, je vous remercie.